Créer de nouveaux matériaux, c'est aussi lutter contre le réchauffement climatique. C'est ce qu'on va voir, entre autres, dans cette FNRS TV avec Philippe Leclerc. Bienvenue. Philippe Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de recherche FNRS, vous êtes physicien attaché au laboratoire de chimie des matériaux nouveaux de l'Université de Mons. Alors, tous ces mots sont importants. Physique, chimie, la science des matériaux nouveaux, c'est de la physique ou de la chimie? Je dirais les deux. Même plus, je dirais que la science des matériaux, c'est l'étude évidemment des matériaux. On a besoin de la chimie pour assembler les différentes briques que sont les atomes. Le physicien va mesurer des propriétés, qu'elles soient mécaniques ou électriques, et l'ingénieur va essayer de transformer ces matériaux, ces recherches, en un produit qui va apparaître sur le marché. Donc c'est vraiment un mélange de chimie, de physique, de biologie et des ingénieurs. De la biologie, ce qui veut dire que vous vous inspirez du vivant, vous vous inspirez des performances des matériaux élaborés par le monde naturel pour évoluer dans vos recherches. Par essence, en fait, un scientifique est quelqu'un de curieux, donc il va observer cette nature, et en observant cette nature, il s'est rendu compte que des animaux, comme des moules, des étoiles de mer, peuvent se déplacer, attraper des proies, et pouvoir coller, par exemple, sur des pierres de façon naturelle. Et si on veut trouver une colle qui permet de coller dans des milieux liquides, par exemple, si on veut au niveau des artères, par exemple, on doit trouver des colles qui sont super efficaces, qui collent extrêmement rapidement. Et donc, en s'inspirant de ce que l'animal va produire, nos collègues biologistes sont parvenus à synthétiser, à isoler les protéines qui étaient responsables de cette adhésion. Alors quand on parle comme ça de matériaux biosourcés, on parle forcément de matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement. Est-ce que ça veut dire que le chercheur fondamental a un rôle à jouer, une place à prendre dans le développement de solutions face au réchauffement climatique? Bien sûr, on observe la nature et on essaye d'être respectueux de l'environnement pour justement essayer de développer des instruments ou des appareils qui sont moins consommateurs d'énergie, qui vont utiliser de l'énergie qui nous vient du soleil, qui nous vient du vent, qui nous vient de la mer. Et donc à partir de ces matériaux, de ces dispositifs qui récupèrent quelque part une énergie qui est gaspillée, par exemple dans les mouvements, on peut récupérer, quand on fait son jogging, le mouvement, on peut très bien mettre des cellules qui vont récupérer l'énergie et pouvoir ainsi obtenir et récolter cette énergie qui est gaspillée. Est-ce que c'est une préoccupation nouvelle pour le chercheur de protéger son environnement? Non, je pense que non. Quand il observe autour de lui, il voit qu'évidemment la planète souffre un petit peu des consommations d'énergie et des crises climatiques. Donc il essaye en permanence de remplacer des matériaux qui sont consommateurs d'énergie, qui utilisent des métaux lourds, du plomb par exemple, les batteries. Les tonnes de plomb qui se trouvent dans les batteries, on va essayer de remplacer ce plomb qui est néfaste et dangereux par des matériaux qui vont, espérons-le, obtenir les mêmes fonctionnalités que le plomb, tout en étant plus respectueux de l'environnement. Concrètement, alors comment est-ce que vous faites, vous, en tant que physicien, pour créer un nouveau matériau? Eh bien, si on veut comprendre une propriété d'un matériau, comme les éléments essentiels de tout matériau, ce sont les atomes. Et en fait, le chimiste, le physicien ou le biologiste, ce sont des enfants qui aiment bien jouer, et donc leur jouet, ce sont ces briques que sont ces atomes. Il y a environ, on va dire, une bonne centaine de briques, et c'est dans les assemblants qu'on va créer des molécules ou des chaînes polymères, et à partir de ces polymères ou de ces molécules, on va pouvoir conférer aux matériaux des propriétés mécaniques, des propriétés électriques, des propriétés magnétiques, donc toutes les propriétés physiques et chimiques dont on a besoin pour faire un dispositif qui va servir dans la vie de tous les jours. Vous devez utiliser un matériel particulier alors? Oui, ce sont des microscopes un petit peu particuliers qui permettent de voir des objets qui sont très très petits, de l'ordre du nanomètre, 10 moins 9 mètres. Et donc ce sont des microscopes qu'on appelle microscopes à sonde locale et qui permettent de voir des atomes de façon individuelle et des chaînes de polymères par exemple. Vous parlez d'atomes, on est vraiment dans une dimension microscopique. Est-ce que c'est en cela qu'on parle de nanotechnologie? Exactement. Nanosciences et nanotechnologie sont nécessairement imbriquées. Elles ont connu un développement en parallèle. On a besoin d'instruments de mesure pour caractériser ces nanotechnologies et on a besoin de voir ce qu'on veut faire à partir des atomes et au niveau des applications, on a besoin d'éléments qui sont de petite taille, de l'échelle du nanomètre. Et puisque vous êtes dans le domaine du micro, presque de l'invisible, est-ce que c'est aussi pour ça que le domaine des nanoparticules suscite quelques craintes au sein du grand public? Je pense que oui. En fait, il y a plein d'exemples dans l'histoire contemporaine où quand on ne voit pas quelque chose, quand le commun des mortels ne voit pas ces choses-là, il en a peur. Prenons par exemple le nucléaire, qui est quelque chose que les gens ont peur, de façon, je pense, fort à propos. Mais il y a quelques centaines d'années, quand l'électricité arrivait dans les chaumières, on en avait peur, on ne voyait pas ces électrons. Et le rôle du scientifique, je pense, c'est de communiquer sur
ces problèmes ou sous ces craintes que le public peut avoir, et de pouvoir justement démystifier ces problèmes en expliquant que dans certaines circonstances, si la matière est maîtrisée, si on travaille dans des conditions expérimentales bien déterminées, protégées, on peut comprendre et on peut essayer de voir quel est l'impact de ces nanoparticules sur le corps humain ou dans des applications diverses. Alors avec vous, Philippe Leclerc, on est vraiment dans de la recherche fondamentale pure et pourtant les applications ne sont jamais loin. Vous avez donné une série d'exemples. Est-ce que vous réfléchissez toujours en termes d'impact sur les technologies du futur? Il y a bien sûr, pas nécessairement à court terme ou à moyen terme, il y a toujours cette visée de est-ce que ce que je fais, est-ce que ça va servir un jour à quelque chose ou pour quelque chose. Il y a des découvertes qui ont été faites, qui ont été utilisées 10, 20, 30 ans après. Et vous, dans le cadre de votre carrière, 30 ans de carrière, finalement, vous avez pu voir que la recherche fondamentale a mené à des applications concrètes? Oui, par exemple, dans tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'électronique moléculaire, donc c'est de remplacer le silicium par des matériaux polymères qui permettent d'obtenir les mêmes propriétés d'émission de lumière. Vous allez retrouver ça dans votre GSM, dans votre tablette. Ce sont des polymères qui vont avoir les mêmes propriétés que d'autres matériaux semi-conducteurs. Avec ces applications qui ne sont jamais loin, vous côtoyez le monde industriel de près? Jamais tenté de le rallier? Ça pourrait être tentant, évidemment. Mais si on a cette fibre de vouloir être curieux et de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, je pense que c'est au sein des universités qu'on peut encore avoir cette liberté de chercher, pour reprendre le slogan du FNRS. Et je pense qu'effectivement, enseigner, de voir l'émerveillement, que ce soit de jeunes enfants, d'adolescents ou même de personnes âgées, quand on donne des conférences de vulgarisation, je pense que c'est quelque chose qui est gratifiant, en tout cas pour moi. Quand on voit qu'on comprend enfin, et on a compris. Merci beaucoup Philippe Leclerc pour cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que sur notre site internet fnrs.be. À bientôt.